Des principales conclusions du 61e sommet de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu le dimanche 3 juillet dernier à Accra reste évidemment la désignation de l'ex-chef d'État béninois Boni Yayi comme principal médiateur de la CEDEAO pour la transition politique en Guinée-Conakry. Quelle médiation justement pour Boni Yayi, parlant de la situation en Guinée-Conakry. C'est de cela qu'on parle au détour de ce numéro de Convainc moi qui reçoit comme invité Hamzat Abdoulaye. Il est consultant et analyste géopolitique. Monsieur Hamzat, bonjour, bienvenue. Merci et bonjour téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Merci de nous aider à éclairer un peu plus la lanterne de nos amis téléspectateurs. Bien sûr, ça va le faire. Alors, ainsi que libellé, le thème de notre discussion de ce matin, la situation en Guinée-Conakry. Boni Yayi, pour quelle médiation? La désignation, on en parlait, qui est intervenue le week-end écoulé au sortir de ce 61e sommet de la CEDEAO. La question qu'on est amené à se poser, évidemment, c'est déjà, quelle est la situation à proprement parler en Guinée-Conakry? Quelle est cette situation qui a, on va dire, occasionné la désignation de l'ex-chef d'État béninois, sinon l'ancien chef d'État béninois, Boni Yayi, comme médiateur? Alors, pour rappeler le contexte, justement, la Guinée-Conakry est à l'égide des autres États, des deux autres États, le Mali et le Burkina Faso, fait partie justement de ces États qui sont dans une situation un peu, je vais dire, en pointillé, puisque c'est des jeunes qui sont au pouvoir. Okay. Donc, cette situation rejoint celle de ces deux autres États. Du Burkina et du Mali. Et du Mali. Et le contexte aussi fait en sorte que le colonel Doumbouya, qui est à la tête de la transition en Guinée-Conakry, est en train de chercher des solutions adéquates pour sortir la Guinée de la crise. Parce que la Guinée traverse actuellement une crise politique, on va dire, sans précédent, même si le pays était habitué à avoir des régimes plus ou moins, je vais dire, tordus en griffes, parce qu'à partir du moment où le régime ne satisfait pas le peuple, eh bien, il arrive des séquences et des moments où il y a des soulèvements, c'est ça? Exactement, des soulèvements, des manifestations, des coups d'État. Et derrière l'histoire, on sait un peu ce qui s'est passé en Guinée. Mais ceci étant, le colonel Doumbouya, confronté à cette crise, tente de trouver des solutions déjà à l'interne, à l'instar du Mali d'ailleurs, qui a essayé de trouver un consensus à l'interne. Mais la situation n'est pas pareille au Mali à partir du moment où la crise à l'interne, c'est-à-dire la crise politique, qui concerne également les organisations de la société civile, sont amplifiées. Et les arrestations, les coups de force aussi sont beaucoup trop en Guinée-Conakry, ce qui fait que la voix à l'intérieur s'élève beaucoup plus contrairement au Mali. Mais pour sortir de cette léthargie à l'interne, il faudrait forcément se mettre sur une table de discussion pour trouver un consensus pour que les forces vives de la Guinée-Conakry puissent s'entendre et faire en sorte que la transition du colonel Doumbouya puisse être une transition calme et apaisée, afin qu'on puisse aller tranquillement vers les élections. Par contre, dans la sous-région, le contexte est tout autre, puisque là, la CEDEAO est confrontée encore à un coup de force, à un coup d'État. Et vous savez, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ne veut surtout pas laisser passer ce type de comportement au sein des États, c'est-à-dire l'insurrection constitutionnelle, on se lève et puis on saute les dirigeants en place, les dirigeants élus démocratiquement surtout. La prise de pouvoir par les armes. Par les armes. Donc la CEDEAO ne cautionne pas du tout la prise de pouvoir par les armes, évidemment, d'où les sanctions qui frappent généralement ces États. Ce qui est arrivé précédemment avec le Mali. Sauf que la Guinée n'a pas subi des sanctions économiques, contrairement au Mali. Toutefois, la Guinée a subi plusieurs menaces dans la mesure où la CEDEAO leur a exigé d'établir un chronogramme clair et bien établi, et surtout pas trop loin, pas trop long, j'allais dire, pour faciliter en quelque sorte la transition démocratique et les élections en Guinée-Conakry.
Mais l'autre chose, c'est le peuple guinéen. Le peuple guinéen, aujourd'hui, est écouté, je pense, par la CEDEAO, contrairement au Mali. Parce que si on ne sanctionne pas la Guinée, c'est que déjà, on veut faire en sorte que le peuple guinéen puisse ne pas être atteint par la sanction. Parce que sanctionner la Guinée, cela voudrait dire un embargo sur les vols, un embargo économique, et le gel aussi des avoirs dans les banques. C'est la population qui en souffre, en définitive. Et le peuple guinéen a fait aussi un choix. Le choix d'un ras-le-bol face au régime précédent. Et un choix tourné aussi vers l'avenir dans la mesure où le colonel Doumbouya a, je vais dire, le soutien de sa population. Et ayant le soutien de cette population, eh bien, la CEDEAO n'a pas d'autre choix que d'écouter ce peuple et de faire en sorte d'alléger les sanctions par rapport à la junte, même si la junte aujourd'hui ne fait pas partie des instances de la CEDEAO. La junte est suspendue des instances de la CEDEAO. Donc, je pense que nous allons tranquillement vers une sortie de crise, une sortie de l'impasse. Parce que ça fait plusieurs mois que cela dure et il est temps que la Guinée puisse retrouver un certain ordre, un certain équilibre sous-régional surtout, et faire en sorte que sa population ne puisse surtout pas en souffrir. Faire en sorte que la population ne puisse pas souffrir de cette situation, justement, je pense que c'est autant, on va dire, la volonté de la CEDEAO qu'en définitive celle du colonel Doumbouya au pouvoir. Mais alors, comment est-ce qu'on y arrive concrètement? Les enjeux actuellement en Guinée-Conakry, quels sont-ils? Alors, les enjeux sont multiples. La Guinée, aujourd'hui, représente un État qui est instable et l'instabilité est fortement combattue, surtout dans les démocraties. Donc, nous sommes arrivés à ce stade où la démocratie guinéenne étant instable, il fallait trouver une sorte d'alternative. L'alternative trouvée, évidemment, c'est le coup de force. On ne cautionne pas les coups de force, évidemment. Mais parfois, quand on est dans l'impasse constitutionnelle, parfois, quand le peuple se retrouve prisonnier de ses dirigeants, il arrive, c'est déjà arrivé dans d'autres États, dans d'autres pays, il arrive qu'il y ait des coups d'État pour pouvoir faire un certain nettoyage. Mais la condition, c'est que quand ça arrive, il faudrait établir un chronogramme pour faire en sorte que la transition puisse s'effectuer dans le calme et qu'on puisse aller vers les élections. Et les élections vont rétablir l'ordre constitutionnel d'une façon ou d'une autre, vont amener un nouveau dirigeant sur l'échiquier politique et faire en sorte que les militaires puissent retourner dans les casernes, c'est-à-dire assurer la défense comme cela leur incombe. Alors, quels sont les enjeux en Guinée? Les enjeux, comme je le disais tantôt, sont multiples. D'abord, ils sont d'ordre social, économique et ensuite politique. Sur le plan social, évidemment, le peuple guinéen a traversé une période historique très compliquée. Donc, il va falloir retrouver une certaine cohésion sociale. Le peuple guinéen étant un peuple fragmenté à cause de l'ethnisation qui est très, très exacerbée en Guinée, prononcée en Guinée. Donc, il va falloir retrouver une certaine cohésion sociale. Ensuite, les enjeux sont économiques à partir du moment où la jeune, une fois au pouvoir, a d'une certaine façon fait un reset par rapport à tout ce qu'il y avait en place. Donc, ça va prendre du temps pour pouvoir être une réalité. Si le peuple, les Guinéens doivent pouvoir espèrent pouvoir s'en sortir de cette situation, il va falloir que les conditions économiques soient des meilleures. Et pour cela, évidemment, la Guinée a besoin des partenaires étrangers et aussi des partenaires sous-régionaux, donc dans la CEDEAO, justement. Donc, enfin, il y a aussi les enjeux politiques, puisque la Guinée aussi a ou représente un fort clivage politique au sein de l'État. Donc, il va falloir consolider ces forces politiques et faire en sorte, justement, que l'impasse politique dans laquelle se situe le pays puisse être simplifiée dans la mesure où, une fois la sortie de crise effectuée, eh bien, la stabilité est retrouvée et on peut penser à des
élections. Les élections apaisées. Maintenant, par rapport à la CEDEAO, évidemment, la CEDEAO est un partenaire très important pour la Guinée puisque la CEDEAO implique la majorité des pays de l'UEMOA qui sont frontaliers déjà à la Guinée et qui permettent aussi de faire en sorte que l'échange frontalier entre les États puisse être fluidifié. Donc, la CEDEAO a besoin d'une Guinée forte, d'une Guinée renouvelée, d'une Guinée stable, tout comme la Guinée aussi a besoin d'une CEDEAO qui puisse les soutenir. Et je pense que dans cette dynamique, nous tendons progressivement vers une sortie de crise à partir du moment où, comme vous l'avez dit dans l'introduction, la Guinée a choisi un nouveau médiateur. Alors, pourquoi un nouveau médiateur? Avant que de parler justement du nouveau médiateur, du choix porté sur l'ancien chef d'État béninois Boni Yayi, et que de parler aussi des chances justement du succès ou non de sa médiation, j'aimerais qu'on se penche un peu sur les enjeux politiques, d'accord, puisque en définitive c'est sur ce plan que tout va se jouer. Quelle est la situation politique en Guinée-Conakry en ce moment? Est-ce que la junte au pouvoir a le soutien de la classe politique aussi? Alors, c'est très tendu en Guinée. C'est très tendu parce que le colonel Doumbouya avait une ligne directrice à appliquer. Mais il se fait parce que le champ politique guinéen est très complexe. Très complexe à partir du moment où les partis politiques se prononcent très souvent sur les situations qui sont au sommet de l'État ou qui se trament dans les coulisses, même dans les coulisses politiques. Donc, cela fait en sorte que le colonel Doumbouya n'avait pas la main, en tout cas pas toute la main, pour opérer tranquillement sa transition. Après, quand je dis tranquillement, c'est un euphémisme, mais je veux signifier par là que le climat politique est très délétère et ça ne permet pas au colonel Doumbouya d'appliquer à la lettre ce qu'il voulait faire à la base comme programme. La feuille de route qui s'est donnée. Donc cela a occasionné des incidents. Évidemment, il y a eu des prisonniers politiques qui ont dernièrement été jugés. Il y a aussi des opposants historiques comme Sédou Délène Diallo qui sont poursuivis par la justice. Et tous ces opposants, tous ces politiciens représentent en quelque sorte une image forte de la Guinée, en tout cas de la politique guinéenne. Donc, on se retrouve face à une opposition factuelle entre les partis en Guinée et le pouvoir en place. Et aussi, on retrouve aussi une certaine, je vais dire, opposition entre les organisations de la société civile guinéenne et le gouvernement de transition en place, parce que ces organisations de la société civile réclament plus de liberté dans les médias, plus de liberté pour manifester, ce que ne permet pas actuellement le régime. Donc cela amplifie la colère à l'interne. L'autre donnée, évidemment, c'est la durée de la transition. La transition, justement. Parce que, la question du chronogramme. Exactement. Plus le chronogramme dont vous parlez s'étend sur le long terme, eh bien, plus les forces politiques sont, je vais dire, frustrés à partir du moment où ils n'ont pas le lead pour faire ce pourquoi ils existent. Puisque un parti politique est censé animer la vie politique, mais avec conquérir le pouvoir, l'exercer. Exactement, pour pouvoir mieux exercer le pouvoir. Si évidemment l'occasion se présente lors d'une élection. Donc, le gouvernement en place, le gouvernement de la junte, donc, ne permet pas cette liberté politique. Et ce champ politique devient restreint et fait en sorte que les frustrations naissent de part et d'autre. Et qui parle de frustration, parle de clivage. Et qui parle de clivage, parle de tension. Et les tensions, quand elles ne sont pas résolues, conduisent parfois aux confrontations qui mènent parfois à des guerres. À des guerres. Justement, alors, la question du chronogramme, le calendrier pour un retour, on va dire, à la norme constitutionnelle, c'est là réellement tout le problème. Et c'est en définitive peut-être ce qui justifie, on va dire, la désignation de médiateur. Effectivement. Alors, la question du rétablissement de la Constitution fait partie du chronogramme du président de la transition, Doumbouya, le colonel.
évidemment, ça fait partie de ses priorités avec le Premier ministre Mohamed Beavogui. Okay. C'est leur priorité, rétablir l'ordre constitutionnel. Mais le choix du médiateur est un choix plus stratégique. Stratégique dans la mesure où la Guinée a besoin d'un partenaire, d'un médiateur, je vais dire, qui est un partenaire entre les institutions, surtout la CEDEAO, entre la CEDEAO et le gouvernement. Le médiateur, son rôle, évidemment, c'est de servir de pont entre l'institution qu'est la CEDEAO ou les autres institutions et le gouvernement de transition. Alors, le rôle du médiateur est stratégique et fondamental pour une sortie définitive. On l'a vu avec le Mali, le choix porté au président Faure Gnassingbé a porté ses fruits. Oui. Permettez-moi la tautologie. Ça a porté ses fruits. Le Mali aujourd'hui a bénéficié d'une levée de sanctions de la part de la CEDEAO. Et jusque-là, en tout cas, la Guinée évite les sanctions économiques de la CEDEAO. Mais pour ne pas aller vers ces sanctions, parce que ce sont ces sanctions qui sont en vérité le point de non-retour, le point qu'il ne faut surtout pas atteindre, parce que atteindre la sanction économique, c'est un grand désaveu pour le gouvernement du colonel Doumbouya. Et évidemment, le peuple va ressentir cela sur une échelle beaucoup plus élevée et désavouer aussi le président et sa transition, ce qui va fragiliser le gouvernement en place. Donc, le choix du médiateur est fondamental. Maintenant, pourquoi ce choix porté vers le président Boni Yayi? Alors, quand on sait justement qu'il y a eu un premier choix qui n'a pas, on va dire, eu l'assentiment du régime en place? Et effectivement, le choix était porté vers le diplomate ghanéen Mohamed Ibn Chambas. Et je pense que le diplomate Mohamed Ibn Chambas ne bénéficiait pas de l'aval, je vais dire, du gouvernement de transition. Et aussi, le Ghana, avec le Nigeria d'ailleurs, a été dernièrement très dur avec les États dans cette situation de crise comme le Mali ou le Burkina et la Guinée. Donc, je pense que le choix vers le président Boni Yayi, premièrement, va dans ce sens. C'est-à-dire, il faut aller vers quelqu'un, il faut faire le choix de quelqu'un qui puisse faire l'unanimité. Et je pense que l'image de Boni Yayi au sein de la Guinée n'a pas du tout été écornée, malgré le temps, parce que la dernière fois il était président, c'était encore en 2016. Donc, il est un ancien président, il bénéficie d'une certaine crédibilité vis-à-vis de la communauté internationale, mais aussi en Guinée particulièrement. Deuxième chose, le choix porté vers Boni Yayi est un choix axé aussi vers l'expérience. Boni Yayi, c'est un ancien président qui a notamment fait 10 ans au sommet de l'État et 10 ans aussi dans un pays démocratique et qui a facilité aussi la transition démocratique. Même si l'histoire au Bénin est un peu complexe à partir de 2019, mais cela n'enlève pas la crédibilité portée à Boni Yayi parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a le soutien, ou plutôt il a une bonne image en Guinée, et enfin parce que Boni Yayi est l'opposé du diplomate Mohamed Ibn Chambas à partir du moment où il est plus actif sur le terrain. Dites-vous, il y a quelques semaines, par exemple, il a participé à un sommet international à Bruxelles qui réunissait les chefs d'État pour parler de l'économie africaine. Donc, il a cette carrure naturelle et il a aussi cette carrure que lui a imposée son expérience à la tête de l'État du Bénin et aussi à la tête de l'Union africaine à un moment donné. Donc, l'image de Boni Yayi est celle qu'il fallait pour, en tout cas, commencer par une négociation qui puisse aboutir. Mais l'autre question qui est diamétralement opposée au choix de Boni Yayi, c'est est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir, justement? Tel est le nœud du problème. Et pour qu'il réussisse, il sera confronté forcément à deux problèmes. Le premier problème, c'est le problème du chronogramme. L'exigence de la CEDEAO, c'est qu'il y ait un chronogramme moins long dans la durée et qui puisse être efficace afin que la junte au pouvoir puisse être rangée au passé.
qu'on puisse faciliter une transition démocratique, qu'on puisse aller vers les élections en Guinée. Oui. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que la Guinée ne puisse pas retomber dans les mêmes travers en consolidant une constitution solide, en mettant en place une constitution solide pour ne pas retomber dans les mêmes travers, donc renforcer leurs institutions. Et là aussi, il y a le problème. Est-ce que Boni Yayi pourra être en mesure d'apporter sa pierre à l'édifice de la Guinée pour faire en sorte que la junte puisse déjà diminuer les 36 mois proposés à la CEDEAO qui fut refusé en temps? Oui. Est-ce qu'il pourra convaincre la junte d'aller en dessous de ces 36 mois? Première question, est-ce qu'il pourra effectivement être un support technique pour les Guinéens, pour la Guinée, afin qu'ils puissent véritablement aller vers une transition démocratique? Donc, telle est la question. Je pense que, malgré qu'il ait une très bonne image, eh bien, le président Boni Yayi a encore de la poudre sur sa planche et sous sa planche également. Okay. Parce que, évidemment, le chantier est assez vaste. Le chantier est assez vaste, effectivement. Le travail à faire promet d'être assez délicat, pour ne pas dire compliqué, évidemment, donc en Guinée-Conakry. Vous parlez de l'expérience, justement, du président Thomas Boni Yayi, de l'expérience qu'il a pu faire donc, à la tête du Bénin, mais également à la tête de l'Union africaine, de ses relations de par le monde. Mais il y a justement cette tension qu'il y a eu au Bénin il y a quelques années seulement, au cœur de laquelle on retrouve le même Boni Yayi. Je pense que c'est de notoriété publique. Quand on sait justement que le président Boni Yayi est aussi celui qui, au travers de sa gestion de la nation béninoise, a montré quand même toute son impulsivité, permettez qu'on puisse dire les choses ainsi. D'ailleurs, pour conduire très souvent la médiation pour ce qui est des crises sociales qu'on a pu avoir sous son mandat, pour ce qui est des grèves et autres, c'est le ministre Koupaki, par exemple, qui était souvent porté au devant de la scène, puisque le président Boni Yayi n'avait pas forcément, justement, ses atouts d'homme de médiation et de diplomatie. Est-ce qu'on n'est pas amené à se poser des questions, justement, sur la réussite de cette mission à lui confier par la CEDEAO? Alors, le président Boni Yayi n'a pas l'étoffe ou la carrure d'un diplomate. Je ne veux pas m'avancer sur ce terrain. À dire ça, voilà, parce que c'est osé. C'est osé de le dire. Bien sûr. Mais l'expérience de l'homme aussi, c'est en quelque sorte une armure pour lui. C'est en quelque sorte une preuve qui parle pour lui. Oui. Et je pense que ça également, ce n'est plus à démontrer. Il a fait 10 ans au sommet de l'État. Et en tout cas, en ce qui concerne les relations diplomatiques entre le Bénin et les autres États, eh bien, ça a toujours été au beau fixe, avec le nom flamboyant des ambassades béninoises, à l'époque en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Et ces nombreux voyages à travers le monde, les rencontres, les échanges. Donc on peut dire que sur le plan diplomatique, il avait quand même un certain bagage qu'il peut faire valoir aujourd'hui dans cette question, dans cette mission qui lui est confiée. Qui lui est incombée en tant que médiateur. Mais pour revenir à votre préoccupation, évidemment, si c'est un président, ou plutôt le parcours d'un président, surtout à la tête d'un État, n'est toujours pas parsemé de roses, vous le savez. Donc, il est arrivé des moments où il y avait des crises sociales, des grèves, des manifestations qui furent parfois réprimées, des emprisonnements. Mais c'est la question du bondissement, tout ça, on ne peut pas s'empêcher d'y faire recours. Effectivement, c'est des choses qui arrivent, mais il a su en tout cas trouver des solutions à chaque fois quand il y avait... Effectivement. Maintenant, l'autre question, évidemment, vous évoquez les troubles, je pense que c'est post-2016, post-2019 en quelque sorte, après 2019. Mais dites-vous que s'il n'avait pas cette sagesse, parce qu'il faudrait avoir un minimum de sagesse, et là je sors des gants de la diplomatie et des relations internationales, s'il n'avait pas cette sagesse, je pense que le pire pourrait être envisagé au Bénin. Mais c'est parce qu'il a, à un certain moment, il s'est mué en silence, il a su quand même se taire, il a su apaiser les forces ou les voix qui s'élevaient de part et d'autre dans le pays. Donc,
ça aussi, ça parle pour lui. Évidemment, tout n'est pas rose, comme je le disais. Tout n'est pas rose pour le parcours on ne peut pas, comment dire, s'appuyer sur ces quelques faits. Effectivement. Pour lui dénier quand même. Exactement. Et vous le savez, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Justement. Donc, je pense que le président Boni Yayi, malgré qu'il y ait quelques tâches par rapport, surtout après 2019, oui, malgré qu'il y ait des tâches par rapport à son poids politique au Bénin, par rapport à sa posture, je pense qu'il est quand même arrivé à imposer une certaine image de lui en tant que image fédérateur, ou image fédératrice. Et ça s'est matérialisé dernièrement avec les rencontres qu'il a eues avec le chef de l'État du Bénin. Bien sûr, et rencontres, il y a quelques jours. Voilà, il y a quelques jours. Donc, ce sont des points qui marquent une certaine évolution de l'homme, du politique et également de l'ancien président. D'accord. On va finir maintenant ce numéro de Convainc-moi par les véritables chances, selon vous, pour Boni Yayi de réussir sa mission en Guinée-Conakry. Alors, le chantier, il est vaste. Pour que le président Boni Yayi puisse réussir, il faudrait déjà que la Guinée, ou plutôt la junte guinéenne, puisse avoir la bonne foi de vouloir sortir de la crise. La bonne foi, c'est quoi? La bonne foi, c'est de manifester la volonté d'aller vers une constitution, déjà. Ensuite, d'aller vers un chronogramme moins long qui puisse faciliter la transition déjà politique à l'interne pour que les voix qui s'élèvent quand même arrivent à se calmer et que la population ne soit pas victime de cette durée trop longue. Et enfin, la jeune Guinéenne doit pouvoir mettre dans son chronogramme des élections, évidemment, parce que c'est la fin des fins, ça. Il faudrait que cette fin puisse être agréable. Pour qu'elle soit agréable, il faut que la volonté soit à 100%, non seulement au sein des forces vives guinéennes, mais aussi au sein du gouvernement. Tout le monde doit être au même niveau d'information. Parce que ces 3 points que je viens de citer vont en quelque sorte faciliter le travail au médiateur. Parce que lui, étant le pont entre la CEDEAO et la junte, eh bien, il va se muer en une force de proposition qui va donner une certaine crédibilité à la junte guinéenne auprès de la CEDEAO. Et on espère en tout cas lors du prochain sommet qu'on ira progressivement vers la réintégration de la Guinée au sein des instances de la CEDEAO et que la menace, l'épée de Damoclès qui représente des sanctions, parce que personne ne veut des sanctions. Évidemment. Vous l'avez vu avec les derniers mois ou les dernières semaines au Mali. Ça a vraiment fait des dégâts au sein de la population. Parce que c'est toujours la population qui subit les sanctions quand ça vient d'ailleurs. Malheureusement. Mais ça pose aussi, pour finir, la CEDEAO, avec la Guinée, a trouvé un moyen de se réinventer. Parce qu'avec le Mali, on a vu une CEDEAO dure, une CEDEAO qui ne transigeait pas du tout par rapport aux propositions sur la table, une CEDEAO qui ne veut pas surtout négocier avec des gens qui ne sont pas en mesure de faire des propositions dignes de ce nom. Donc, nous avons vu avec le cas guinéen et aussi un peu avec le cas du Burkina, une CEDEAO qui écoute plus le peuple. On veut vraiment que cette CEDEAO puisse être une CEDEAO des peuples. C'est vrai, c'est une communauté des États, mais la fin logique ou la suite logique... Il n'y a pas d'État sans peuple. Il n'y a pas d'État sans peuple. Mais la suite logique surtout, c'est de faire en sorte qu'il y ait une CEDEAO qui écoute les peuples et qui ne soit plus un médecin après la mort. Mais qui soit une CEDEAO qui puisse répondre aux problèmes qui existent et éviter les problèmes qui perdurent à travers les crises de démocratie, les coups d'État. Je pense que la CEDEAO a les outils économiques, les outils politiques et les outils surtout historiques et sociaux pour endiguer le problème des États africains. Hamzat Abdoulaye, vous êtes consultant et analyste géopolitique. Merci d'avoir éclairé la lanterne de nos amis téléspectateurs ainsi que la nôtre en définitive par rapport à la situation en Guinée-Conakry et justement à la médiation qu'est censé opérer l'ancien chef d'État béninois Boni Yayi. Merci.